de résilience. Donc, je remercie la direction de l'École navale pour nous avoir conseillé votre témoignage. Je vais aussi vous présenter, si vous voulez bien, ça permettra aux auditeurs de mieux vous connaître. Donc, vous êtes entré à l'école navale en 1999. Vous avez suivi un parcours, vous avez donc eu différentes expériences de commandement, un bâtiment école, le Tigre. Vous avez aussi commandé une frégate, le Surcouf. Et vous êtes passé, et ça je le souligne parce qu'à l'état-major, vous avez des fonctions au niveau des programmes d'armement, mais aussi au niveau des ressources humaines, puisque vous étiez en charge de recrutement des officiers. Donc, je pense que les problématiques de recrutement, de sélection, d'identification des critères pertinents pour recruter nos futurs leaders, eh bien, effectivement, c'est des points d'attention que vous aviez, que vous avez toujours, évidemment. C'est un programme très varié entre l'opérationnel et puis l'état-major. Vous occupez aujourd'hui la fonction de porte-parole du préfet maritime de la Méditerranée qui, je crois, participe ce matin à notre séance. Donc, Amiral, je vous remercie d'être présent également à cette session et aux journées scientifiques de la chaire. Vous êtes commandant, vous êtes passé aussi, vous avez complété votre formation de l'école navale à l'ENSTA Paris Tech et vous êtes breveté d'école de guerre, vous êtes également chevalier de l'Ordre national du mérite et chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Ce matin, vous allez aborder différents témoignages qui portent sur l'évolution, vous m'aviez souligné, de votre style de leadership, parce qu'en fait, au fil des expériences, et vous êtes adapté, vous avez revu aussi votre style de commandement, et ça, ce retour d'expérience nous intéresse plus particulièrement. Vous aviez prévu également de souligner et d'aborder la force du collectif. Alors, je pense que là, du coup, c'est bien connecté avec les propos que l'on vient d'entendre sur les leviers collectifs dans une logique de résilience. Et enfin, de manière complémentaire, vous aborderez aussi c'est la richesse aussi qui peut être apportée aux équipes, à chaque marin, par la transmission du savoir et des savoir-faire qui sont une des forces aussi de la marine. Commandant, je vous cède la parole et je vous remercie encore d'être parmi nous ce matin. À vous la parole. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si on me voit, j'ai des planches, mais si jamais on ne me voit pas, je préfère peut-être faire l'impasse sur les planches PowerPoint pour pouvoir plutôt interagir avec les gens. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. J'espère que je pourrai vous apporter quelque chose. Alors, le témoignage, il se veut bien sûr très humble et j'espère, en tout cas, j'aurai une parole libre pour vous dire, moi, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, parce que finalement, le commandement et le leadership, moi, tel que je l'ai vécu, c'est beaucoup de ressenti, avec des choses que j'ai réussies, des choses que je n'ai pas réussies aussi. Et donc, ça, c'est important. On ne réussit pas toujours, il faut savoir le reconnaître. Premier élément, qui m'a frappé, c'est des expériences, je veux dire, d'urgence. C'est dans l'urgence qu'on voit si on a la capacité et les relations, un équipage qui est bien connecté à vous en mer, vous êtes tous connectés ensemble, et avec des événements qui sont un peu difficiles. Je prends un exemple. Vous êtes au large de la Somalie, par exemple. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et une jeune femme du bateau se blesse très fort. Le premier compte-rendu du médecin qui arrive jusqu'à moi est possible amputation du pied. Donc, autant vous dire que c'est intense. Et à ce moment-là, je suis à plus de 24 heures de tout hôpital. Je n'ai pas d'hélicoptère à bord. On va faire le maximum techniquement. On va stabiliser la personne. Aujourd'hui, elle va bien. Elle n'a pas eu son pied amputé. Tout va bien. Pour autant, il y a des moments de stress, d'intensité. Derrière ça, vous avez des opérations à conduire. Et dans le même temps, vous allez devoir reconduire des opérations. Il y a un équipage qui a souffert. On a tous souffert collectivement pour cette jeune femme qui est un peu notre petite dernière. Elle est toute jeune. Et en même temps, vous faites
vous allez lancer les phases d'enquête pour savoir ce qu'il s'est passé, pour que ça ne se reproduise plus, eh bien, il va falloir aussi conduire des opérations et réparer, je dirais, entre guillemets, l'équipage. Et là, il y a beaucoup de phases de dialogue, une attention aux autres permanente pour pouvoir continuer à avancer ensemble. C'est vraiment des phases qui sont assez intenses. Pour la petite histoire, l'année précédente, on avait sur le même bateau, moi j'ai failli perdre un officier qui est passé pas loin de la mort à 1 heure ou 2 heures près, d'après ce que nous ont dit les médecins à l'hôpital. On a dû le débarquer et l'évacuer extrêmement rapidement. Et donc on voit bien que quand on est en mer, il y a il y a un groupe qui est un petit peu loin de tout, qui doit fonctionner ensemble. On est vraiment tous les uns avec les autres. Et ce groupe-là, il est capital. Et dès qu'il y a une anicroche, dès qu'il y a quelque chose qui atteint le groupe, eh bien, ça peut mettre en danger, enfin, pour compromettre la tenue de vos opérations du lendemain, du moment. Et il faut pouvoir toujours avoir cette attention à l'autre, cette attention à l'équipage permanente. Un autre exemple, c'est vous êtes un vendredi, il est un peu le matin, hein, juste après 8 heures. C'est un jour de départ en vacances scolaires. Donc, tout le monde est sur le pied de guerre, en train de partir. Votre bateau est fatigué. L'équipage a beaucoup donné. On a eu beaucoup de déploiements, d'activités. Et dans un mois, vous devez repartir pour une mission longue durée, loin, longtemps, en équipage. Donc, vous faites quelques petites réparations à bord. Et là, vous avez le téléphone qui sonne et ce que vous entendez, la première chose qu'on vous demande, c'est est-ce que tu peux appareiller dès ce soir? D'accord. Pour faire quoi? Je ne peux pas te dire. Pour aller où? Je ne peux pas te dire non plus. Pour combien de temps? Je n'en sais rien. Bon. D'accord. Est-ce que je peux en parler à mon équipage? Immédiatement. Il ne faut pas que ça sorte. Tu te débrouilles. Donc, forte de ces éléments, l'obsession, enfin, en tout cas, l'obsession, je pense, qui est de tous les commandants, c'est OK, il faut que je trouve les mots, il faut que je parle immédiatement à tout le monde à bord pour créer une dynamique, pour remettre tout le monde dans le bateau. Parce que finalement, on a des documentations techniques et on en a quand même un sacré paquet sur tout le matériel qu'on a à bord. Mais sur l'humain, on n'a pas grand-chose d'écrit et c'est parfois heureux parce que ça nous permet aussi d'innover, d'apprendre, de fonctionner à l'instinct. Et donc, rapidement, il faut aller descendre, voir son équipage et tout est important dans ces moments-là. La façon dont on va le faire, la façon dont on va s'adresser, il ne faut pas se mettre une pression, je pense, démesurée, mais il faut pouvoir créer ce lien et cette envie, cette dynamique tout de suite, immédiatement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le temps est très contraint et il faut pouvoir le faire de manière simple. Euh, Moi, je suis descendue dans le hangar une fois qu'on avait fait sortir toutes les personnes, les industriels et les personnes étrangères. On a fermé la porte du hangar. Et moi, j'ai parlé à l'équipage, on n'était pas du tout rangé en bloc, on était vraiment en mode groupe autour. Enfin voilà, on n'était pas très bien. D'habitude, vous savez, les militaires, on est tous bien rangés. Là, c'était pas du tout le cas. On s'est mis l'équipage était autour et on a vraiment discuté. Voilà, ça va se passer comme ça. C'est là où on va s'organiser comme ça. Et voilà ce qui va se passer. Voilà pourquoi c'est important. Donner votre conviction, parler puis entendre. Et en même temps, ce moment-là, pour moi, il a été clé parce que j'ai pu voir aussi comment ils réagissaient. Vous avez tout le monde autour et vous voyez si vous avez navets qui ont l'œil qui pétille, qui veulent partir tout de suite, et puis ceux qui réfléchissent plus, qui sont en train de se dire, OK, il faut que j'en parle chez moi, comment ça va se passer, comment ça va réagir. Voilà. Et tout ça, c'est extrêmement important parce que ça va dimensionner, c'est ce qui va donner le go. Et ce qui va après, il va falloir entretenir tout le long de cette mission. Vous ne savez pas où, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas combien de temps mais c'est important. Donc, il va falloir qu'on soit tous bien raccordés. Et c'est ce qui va faire vraiment la réussite de la mission. Et ces moments-là, ils sont clés. Ces moments d'échange, de connexion, d'interaction, c'est ce qui va faire la réussite de la mission. Finalement, ce n'est pas tellement votre système d'armes, vos missiles, vos canons qui fait la différence. La différence, le vrai système d'armes que vous avez, vous passez à la planche qui suit. Le vrai système d'armes, c'est votre équipage. Ce qui compte, c'est eux. C'est savoir ce que vous allez pouvoir générer avec eux et entre eux, ce qui se crée. Et ça, c'est vraiment la force. Et enfin, ils peuvent créer on peut aller vraiment beaucoup plus loin
en équipage, ça c'est très net, et plus loin même que ce qu'on aurait imaginé. Moi, le nombre de fois où j'ai été surprise sont extrêmement nombreuses, et le plus souvent, je suis surprise en bien, même en très bien de ces équipages qui sont toujours extraordinaires. Alors, vous le disiez, moi, j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup évolué dans mon commandement parce que, pour ma part, en tout cas, moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais l'obsession d'être parfaite. On peut passer à la planche suivante. J'avais l'obsession d'être parfaite. Moi, je me disais que je ne voulais pas être attaquable. Vous savez, quand j'avais beaucoup à prouver, je voulais tout maîtriser. J'étais une sorte de machine de première de la classe. Je voulais vraiment que tout soit parfait. Le fait que je sois une femme, ça a forcément joué dans l'équation. Je pense qu'il ne faut pas se mentir. Je savais que j'étais plutôt visible comme un petit point rouge au milieu d'une forêt de points blancs. Et je voulais vraiment, vraiment que tout soit sous contrôle. Et ça, je pense que c'est un vrai travers. C'est une vraie erreur. Euh, moi, ce qui m'a sauvée de tout ça, ce sont mes équipes. Ce sont les gens que j'avais qui étaient dans mes équipes avec moi. Ma première affectation, je suis sur Aviso. Donc Aviso, c'est un bateau un petit peu plus petit qu'une frégate, mais quand même assez guerrier, assez rustique. Et il n'y avait pas de femmes sur Aviso. Donc on décide de mettre des femmes et donc on est deux à bord. On est les deux premières. Donc on arrive, on accueillit, bon, l'équipage n'avait pas choisi d'avoir des femmes, mais on est quand même bien accueillis. On part en mission longue durée tout de suite dans le golfe de Guinée et je reviens 4 mois après avec des hauts, des bas, mais quand même avec une cohésion qui s'est créée. Enfin, il y a des choses qui se passent, c'est ce qui est l'intérêt de ces missions où on ne fait pas que travailler ensemble, on vit ensemble. Et quand je rentre à quai, sur le quai, je suis chef de plage avant. Moi, à ce moment-là, pendant la manœuvre d'accostage, je suis sur la plage avant, je m'occupe de l'équipe qui va mettre les haussières à l'avant du bateau. Et on arrive sur le quai, il y a les autres avisos qui sont là, il y a des marins qui se sont regroupés sur le quai, qui nous voient arriver, et on voit des gens, ben, clairement, ils me montrent du doigt. Enfin, c'est assez bizarre. Vous avez l'impression d'être aux eaux, mais pas du bon côté des barreaux. Et instinctivement, sur cette plage avant, moi, je me retends. Je m'étais beaucoup plus détendue pendant cette mission, et je me retends et je reprends mes réflexes de recaler, de redonner, enfin, voilà, à vouloir que tout soit parfait sur cette plage avant. Et, euh, et là, c'est un des hommes sur la plateforme, sur la plage avant, qui me dit, lieutenant, ignorez-les, ils sont cons. Et moi, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc parce que je me suis rendu compte à quel point c'était extrêmement égoïste de ma part de mener ce combat, un peu la légitimité, ou on entend souvent ça, ou la performance. Parce qu'en fait, le vrai combat, c'était eux. C'était savoir si eux étaient bien, comment ça se passait avec eux, pour eux. Il fallait que je les protège eux. Et à partir du moment où moi j'ai eu ce déclic-là, j'ai eu vraiment, alors parfois on retombe régulièrement dans ce travers de perfection, moi ça m'arrive encore régulièrement, mais se dire, ok, je lâche prise, je donne du mou, comme on dit dans la marine, et je me dis, voilà, je vais me détendre un peu. Je vais me détendre un peu, je vais faire confiance, je vais leur donner un peu plus enfin, voilà, je vais faire confiance. Et ça m'a vraiment changé ma façon de commander, ma façon d'aborder les problèmes. Euh, Aujourd'hui, la façon dont mon obsession aujourd'hui, elle est plus d'être connecté à l'équipage. Parce que plus on monte en grade, finalement, et plus vous avez une information qui vous arrive qui peut être filtrée par les différents échelons. Et mon obsession, c'est de savoir si je suis bien connectée avec l'information. Et de temps en temps, j'ai besoin de revenir très régulièrement à l'information qui est brute, à savoir ce qu'ils ressentent, comment est-ce que ça se passe. Et pour que cette connexion se fasse, je pense qu'il faut être imparfait. Parce que quelqu'un qui est parfait, on n'a pas envie de lui parler. En tout cas, on ne s'ouvre pas à lui, on ne lui explique pas les choses, et on ferme une partie des informations. Enfin, on ferme des portes. Or, moi, mon obsession tous les jours, c'est d'ouvrir les portes. J'ai l'impression d'être dans un grand manoir, il faut que j'ouvre tous les jours plein de portes, et elles peuvent se refermer à tout moment. Il faut que je réouvre tous les jours pour être sûr que tout le monde puisse me parler, pour m'amener les informations, surtout quand vous êtes sur une frégate, par exemple, parler sur le surcouf. Il faut vraiment tout le temps. Et donc, c'est ce que vous allez faire en descendant, enfin, avant de mettre vos ordres pour la nuit en passerelle à la mer.
eh bien, vous passez un temps fou. Enfin, en tout cas, je pense que la plupart des commandants font, on passe un temps fou à passer dans les cars, à discuter, à se balader dans le bateau pour pouvoir échanger, pour pouvoir voir comment est-ce que les gens ont compris ce que vous avez donné comme ordre et qui sont passés plusieurs échelons et puis qui sont arrivés jusqu'à eux, mais je dirais de manière filtrée, et comment eux, l'information qu'ils ont, vous arrive, puisqu'elle vous arrive aussi filtrée. Et pour que cette connexion se fasse, ben, il faut qu'il y ait une forme de proximité, de facilité d'échange. Et moi, c'est vraiment voilà, aujourd'hui, je sais que je suis imparfaite et je sais qu'en fait, mes failles sont utiles aussi à mon travail, sont utiles aussi à mon travail. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas sur mon amélioration permanente, évidemment, mais c'est pour moi, c'est très important de pouvoir eh bien, voilà, être en capacité de dire, OK, ça j'ai mal fait, je vais reconnaître mes erreurs aussi éventuellement, et puis dire, voilà, toi tu penses quoi, tu veux faire quoi, t'es où est-ce qu'on va ensemble, et c'est vraiment ça cette connexion, cette proximité qui est capitale pour moi, et pouvoir faire confiance. Voilà. Et si on parle ensuite de la force du collectif, parce que tous ces moments, la planche suivante, tous ces moments où vous créez des liens, ils vont vous servir, la planche suivante s'il vous plaît, vont vous servir à, je- vont vous servir à entretenir un lien qui va être capital dans les moments où tout s'accélère. Donc, quand tout s'accélère, il y a une espèce de pic d'intensité. Il y a toutes les lumières qui s'allument en même temps. Et dans ces moments-là, il y a un seul regard, un seul échange, un seul signe qui peut tout changer, qui va faire que tout va bien se passer. Et pour que ça se passe bien comme ça, bien, il faut que vous l'ayez construit avant. Il faut que vous vous connaissiez avant. Il faut qu'il y ait une cohésion, une connaissance mutuelle de tous les acteurs. Et, et ces moments-là, ils sont magiques. Il y a des pics d'intensité comme ça où c'est stressant, c'est prenant. Ça peut être voilà, en mer de Chine méridionale, dans le détroit de Malacca, en océan Indien, dans ce théâtre d'opération. Parfois, il y a des tensions. Ça peut être lors de manœuvres très délicates parce qu'il y a des météos compliquées. Et à chaque fois, dans ces pics-là, quand vous connaissez bien, il y a le temps et l'espace sont suspendus. Vous voyez tout ce qu'il se passe et vous comprenez que les autres sont dans le même état. Il y a une espèce d'entrée en résonance qui a quelque chose de magique. C'est une synergie qui est quand vous l'avez vécu une fois, vous avez envie de le revivre. J'ai conscience que finalement, il y a beaucoup de gens qui essaient d'éviter les moments de stress, ou en tout cas qui craignent ces moments d'adrénaline. Mais quand on a vécu ça, enfin, en tout cas, moi, j'ai développé un goût pour ces moments de pic d'intensité, ce pic d'énergie, où vraiment il y a tout qui se passe en même temps. Et pour que ça puisse se passer, comme je le disais, ben, il faut pouvoir avoir, je pense, une confiance absolue, être sûr que la personne, quand elle fait tel mouvement, ça veut dire qu'elle va faire ceci ou cela, parce qu'il faut qu'on soit coordonné de manière presque instinctive. Il y a vraiment, c'est l'instinct qui parle, c'est le ventre qui prend les commandes et qui va pouvoir vous sauver de toutes les situations. Ça se produit aussi dans des moments qui sont moins de pics d'intensité, moins contraints dans le temps, où vous avez des gens qui acceptent de prendre des risques et prendre des risques collectifs. Euh, Moi, j'ai l'exemple, par exemple, quand une fois, j'étais dans l'océan Indien, j'étais dans le sud de l'océan Indien, et j'ai perdu le moteur de mon aérien de radar. Donc, vous savez, dans votre radar, vous avez un aérien dans la mâture qui tourne, et puis il y a un moteur. Ce moteur, je le perds, et on se renseigne, et puis à ce moment-là, pas très très loin de là, dans le détroit d'Ormuz, ça bouge beaucoup. Il y a un drone américain qui vient d'être abattu, donc ça bouge beaucoup, et il y a beaucoup de moments de tension, et je pressens, et à juste titre parce que ça va se produire, je pressens que je vais devoir rallier rapidement la zone, et il me faut ce radar. Ce radar, c'est mon radar tactique, il me faut ce radar impérativement. Je me renseigne, et finalement, en se renseignant, non seulement le moteur, on l'a à bord, on a une rechange à bord, bonne nouvelle, mais ce moteur-là, pour le monter, il faut une grue de grande hauteur, ça se fait en escale. Il faut une grue, et surtout, c'est l'industriel qui doit monter ce moteur, c'est de compétences industrielles. Je m'enseigne avec et j'apprends assez rapidement que, il n'y a pas de grue de grande hauteur à notre prochaine escale qui est à Madagascar, et deux, l'industriel ne se déplacera pas.
Et là, on se réunit avec quelques personnes, donc les gens qui sont responsables du radar, les mécaniciens, le chargé de prévention, pas mal de gens, et puis on réfléchit ensemble. Et là, il y a tout le monde qui dit, moi, je peux faire ça, moi, je peux faire ci, moi, je sais le monter, ce moteur. Moi, avec un jeu de poulie, je vais le monter. Moi, en mettant des harnais, on va mettre les mesures de prévention qui vont bien. Donc, on décide. Finalement, je dis on parce que ça, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. On voit comment ça peut se construire. Et moi, je vais écrire et je vais signer. Alors, je vais leur dire, OK, ben, moi, je prends la responsabilité. Donc, c'est moi, c'est le comment qui doit assumer parce que vous devez décharger absolument les gens qui vont travailler. Il faut qu'ils travaillent sereinement. Donc, moi, je prends la responsabilité. C'est moi qui vous donne l'ordre. Je signe le papier, je l'envoie à l'état-major je dis à l'état-major, voilà, moi, je vais faire ça. Je le fais ça et je fais comme ça. Et avec mon équipe, voilà ce que je signe. Voilà la procédure qu'on va appliquer. Mes chefs en état-major sont très ne mettent aucune pression. Ça veut dire, tu n'as aucune pression, tu n'es absolument pas obligé de le faire et je les en remercie. Pour autant, c'est évident que c'est ce risque-là que je dois prendre et je le prends parce que je suis sûre, j'ai une confiance dans mon équipage qui est absolument la personne qui me dit je peux le faire, je sais qu'elle peut le faire et je sais que si elle et elle sait que si jamais elle n'y arrive pas, pour une raison X ou Y, je ne lui en voudrais pas parce que c'est un risque et je le sais, et que c'est moi qui le prends. Et cette connexion, ça vous rend riche pour la suite de la mission, pour tout le reste derrière. Ça va marcher, hein, le premier jour de l'escale, ils vont mettre en place le moteur et ça va fonctionner. Et je fais le choix d'ailleurs de ne pas aller les voir pendant toute la manip. Il y a des gens qui me font des signes de temps en temps pour me dire où ça en est, mais je ne vais pas les voir pour les laisser travailler sereinement. Et c'est ces moments-là, après, qui créent finalement une confiance, un groupe qui va marcher. Et moi, clairement, j'ai une confiance infinie, vraiment infinie dans les membres de l'équipage qui vont, eux, se donner à fond pour que le bateau soit opérationnel, soit au maximum de ses capacités. Et c'est le cas. Et c'est le cas, et on va aller dans les Trois Dormouse et on sera là quand il y aura un navire, par exemple, marchand anglais qui s'était fait arraisonner sur place. Hein, il y a beaucoup de tensions et on a été présent et grâce à l'équipage qui a tout donné. Votre système d'armes, ça reste toujours votre équipage. Finalement, moi, ce que je retiens, c'est qu'on commande, je dis on commande avec son ventre parce que c'est de l'intuition, on commande aussi beaucoup avec ses pieds, il faut beaucoup se déplacer, beaucoup aller au contact, toujours au contact, parce qu'on perd très rapidement le contact. Et ça, c'est capital, même quand on est sur une petite unité, ben, il faut tout le temps essayer de construire ces liens. Et ça m'amène finalement à ce dont on parlait sur la transmission. On avait parlé un petit peu avec Sophie Lebris sur la transmission, ce sera la planche suivante. Moi, j'ai un commandant il y a longtemps, parce que c'est eux qui nous on retient un peu les leçons de nos anciens, qui m'avaient dit faut commander, c'est très simple, c'est donner un cap et libérer les énergies. Alors, donner un cap, je vois bien ce qu'on fait, voilà, ça, on sait faire, hein, on va faire ceci, cela, tac, dans telle échéance, tu es responsable d'eux, un homme, des moyens, une mission, des hommes, des moyens, d'une échéance, et c'est parti. Libérer les énergies, c'est moins clair. En tout cas, c'était moins clair pour moi. Aujourd'hui encore, je cherche, je creuse cette affaire de libérer les énergies. D'abord, il y en a beaucoup d'énergie. Tout le monde n'a pas les mêmes ressorts, n'a pas les mêmes ressources dans un équipage. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que chacun des membres de l'équipage va donner son maximum, en tout cas, va pouvoir s'épanouir, va trouver sa place et que tout ça va s'harmoniser dans le groupe. Ça n'est pas simple, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de vraie clé. Je crois que je parlais tout à l'heure de la confiance. Vraiment, la confiance, c'est quelque chose qui revient parce que parfois il faut donner, il faut faire confiance peut-être même avant d'avoir eu tous les gages que ça va bien se passer. Pendant le commandement du surcouf, j'ai fait une mission, c'est la mission Jeanne d'Arc. Dans la mission Jeanne d'Arc, pour ceux qui ne sont pas marins, c'est la fin de l'école navale. Ils partent en école d'application sur 2 bâtiments de combat pendant 5 mois. Et ils vont occuper les jeunes officiers qui vont après alimenter toutes les forces. Ils vont occuper tous les postes clés sur ces bateaux qui font de vraies opérations. Hein, voilà, et on va les mettre en position ils vont mettre voilà, avec des marins quand même derrière, des superviseurs qui vont continuer à surveiller, que ça se passe bien, les aiguiller, etc.
Et pendant un moment donné, le commandant peut décider de lâcher. Alors lâcher, c'est la confiance absolue. C'est le moment où vous dites à un jeune officier, OK, maintenant tu es tout seul en passerelle, en machine, en centrale opération, tu es tout seul, c'est toi. Et j'enlève le marin superviseur. Donc maintenant, ça se passe entre toi et moi. Si tu as un doute, tu appelles le commandant. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est moi que tu appelles. Et puis, voilà. Et pour lâcher les élèves, les midship, les jeunes officiers, d'abord, il n'y a pas de règle. C'est vraiment à l'instinct. Il y avait des gens qui étaient extrêmement bien notés qui avaient des bonnes notes à l'école et que je n'ai pas lâché. Il y a des gens, parce que ça se fait pas à la note, ça se fait au contact, au feeling. Savoir si vous pouvez faire confiance, si vous le sentez, et surtout si les équipes autour sentent ça, sont d'accord. Si les marins qui vont travailler avec ce jeune officier se sentent en confiance aussi. Ça se fait vraiment à l'instinct. Moi, j'ai beaucoup lâché sur le surcouf. Lâché beaucoup de Michi parce que je crois que c'est la clé. Et parfois, j'ai eu des jeunes qui me disaient, mais commandant, enfin voilà, est-ce que vous êtes sûr? Parce que j'ai lâché dans des conditions qui pouvaient être parfois difficiles. Pour eux, une fois, j'ai lâché une jeune midship, une jeune femme devant Saïgon, le radar était juste café de d'éco-radar et plein de monde. Et je lui ai dit qu'en plus, je voulais qu'on aille très vite. J'avais besoin de décrasser mes moteurs. Et voilà. Mais moi, j'avais confiance. Et puis, une autre fois, j'ai lâché un jeune en machine. Le quart juste avant, j'ai perdu toute l'électricité à bord. J'étais en mer de Chine méridionale. C'était pas extrêmement confortable. Dans une situation tactique compliquée. Et bon, les équipes, elles réagissent vite, bien. J'ai un marin expérimenté à ce moment-là en machine qui reprend la main. Et dans la foulée, dès qu'on a récupéré l'énergie, à bord, je reçois ce jeune midship, ce jeune officier, et je lui dis, voilà, la prochaine carte, c'est toi, c'est tout seul. Et il me dit, vous êtes sûr? Comment? Enfin, voilà, je ne suis pas tellement sûre, moi. Enfin, non, moi, je suis sûre. Je suis sûre parce que les équipes autour, elles sont sûres et tu vas voir, ça va bien se passer. De temps en temps, faut peut-être pousser les gens à ce que, voilà, il faut les mettre en responsabilité, il faut faire confiance, il faut prendre ces risques. C'est pour eux, c'est pour vous, c'est pour la marine. Plus tard, ils vont s'en souvenir et ils vont à leur tour devenir, voir lâcher des élèves plus tôt, plus vite, accompagner des gens de leur équipage rapidement. Et ça veut dire aussi qu'il faut aussi alimenter des temps d'introspection parce qu'il faut qu'on aide aussi à la définition de chacun parce que tout le monde n'a pas les mêmes ressorts, les mêmes ressources. Mais tout le monde n'a pas non plus aussi les mêmes envies pour leur carrière. Et il faut avoir ces temps de réflexion, de conseil. Euh, j'ai fait un petit peu de ressources humaines dans ma carrière et en fait, on se rend compte que il y a plein d'options possibles. Et encore faut-il pouvoir les avoir discutées, ouvrir toutes ces portes, voir avec qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et les amener au maximum de ce qu'on peut enfin, au maximum de ce qu'on peut leur fournir. Enfin, on a vraiment ce devoir je pense, de les alimenter, de les aiguiller, de ne pas tout leur dire. Parfois, il faut que la réponse vienne d'eux-mêmes, mais voilà, baliser le chemin pour les accompagner. Alors, on fait avec plus ou moins d'efficacité. Parfois, ça ne marche pas. Il faut qu'on trouve, il faut qu'on partage. C'est au sujet de certaines situations, eh ben, il va falloir peut-être discuter avec d'autres, ouvrir d'autres portes. Mais c'est capital de pouvoir avoir tout le temps cette attention au collectif, mais aussi cette attention à l'individu lui-même pour qu'il puisse se retrouver dans le collectif. Et c'est ce qui va faire la force pour le lendemain aller intercepter un navire qui a à son bord de la drogue pour être efficace le jour où vous êtes dans des situations plutôt tendues avec des navires autour qui ne sont pas toujours bienveillants. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir dans des moments d'intensité, de stress, cette sérénité à bord? Je pense, moi, que ça vient d'abord par tout un travail amont, par une confiance, par le fait qu'on dépend tous les uns des autres quand on est en mer. Et ça, c'est capital. Alors, donc voilà, vous avez compris, j'ai pas tout bien réussi. Je suis encore en questionnement. Merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir invité parce que moi, ça me permet aussi de profiter de tous les échanges. Pour finir, moi, je dirais juste deux mots alors que j'utilise assez souvent.
qui ne sont même pas des mots qui existent. Je dis souvent soupleté et agilesse, et je me l'applique à moi-même, c'est-à-dire que tous les jours, il faut réinventer et tous les jours, il faut faire preuve à la fois de soupleté et d'agilesse pour pouvoir s'adapter, même quand on est commandant, pouvoir s'adapter à notre entourage, à la situation, à ce qui nous arrive. Voilà. Merci beaucoup. Merci, commandant. Je pense que vous avez souligné ces moments d'introspection, de réflexion. Je pense que c'est un moment aussi pour revoir aussi et réfléchir soi-même sur la relation à l'échec, sur cette imperfection assumée et sur le fait effectivement d'être centré sur l'autre pour servir le collectif dans des contextes où effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des points de tension qui sont forts, quoi, et où le rôle du chef, il est vraiment prégnant. Donc, merci encore pour votre témoignage. Je pense qu'on l'a bien vu. Il y a vraiment, je vois que le professeur Pauly réagit. Donc, on aura certainement des réactions tout à l'heure lors des tables rondes.